Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre venue à cette conférence intitulée Crise bancaire, les nouveaux visages de la finance. Je m'appelle Alessandro Ferrante et j'aurai le privilège d'animer cette conférence avec deux professeurs de renom spécialisés en économie financière, Laurent Cialhomme, professeur d'économie à l'Université Paris-Nanterre et membre du conseil scientifique de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et Dominique Plion, professeur émérite d'économie à l'Université Paris-Nord. Je voudrais également remercier les deux organisations qui nous permettent de faire cette conférence aujourd'hui. Le Vent se lève, qui est un média indépendant dédié à l'analyse critique du néolibéralisme sous toutes ses facettes, et l'Institut de la Boétie, Fondation Insoumise, qui est à la fois lieu d'élaboration intellectuelle et un outil d'éducation populaire. Cet institut s'organise en plusieurs départements disciplinaires et laboratoires thématiques qui produisent régulièrement des notes et des événements. Parmi les 16 notes déjà publiées par l'Institut depuis décembre, la dernière est précisément consacrée aux crises bancaires de ces derniers mois, et nous nous sommes basés sur celle-ci pour construire la conférence ce soir. Donc pour commencer, je vais m'atteler brièvement à faire la chronique des événements qui ont pris place dans le secteur bancaire aux États-Unis et en Europe depuis mars 2023. Premièrement, deux banques moyennes américaines, Silicon Valley Bank et Signature Bank, respectivement 212 milliards et 110 milliards d'actifs en leur possession fin 2022, ont fait faillite. Plus précisément, le 9 mars 2023, Silicon Valley Bank, banque spécialisée dans les secteurs technologiques, subit une panique bancaire, un bank run, et se retrouve en situation d'illiquidité. C'est-à-dire qu'elle n'est plus capable de faire face aux demandes de retrait bancaire de la part de ses clients, qui totalisaient 42 milliards de dollars ce jour-là. Et cette situation d'illiquidité est interdite par la loi, ce qui pousse la FDIC, l'agence fédérale américaine qui assure les dépôts bancaires, de prendre le contrôle et de liquider la banque. 2 jours plus tard, Signature Bank, une banque basée à New York et ayant des liens avec le secteur des crypto-monnaies, passe également sous contrôle de la FDIC, suite à un nouveau bank run, le jour où Silicon Valley Bank était saisi. En parallèle, en Europe, les banques Crédit Suisse et Deutsche Bank ont fait face à de fortes secousses qui ont mené au rachat de la première par UBS. Crédit Suisse était une banque systémique. Elle était la deuxième plus grande banque en Suisse, avec en sa possession des actifs valorisés à 530 milliards de francs suisses. Crédit Suisse a accumulé des pertes ces dernières années, notamment à cause de son implication dans plusieurs scandales financiers, ce qui érodait fortement la crédibilité de cet acteur sur les marchés. Et le lundi 13 mars, une déclaration de son principal actionnaire, Saudi National Bank, précise qu'elle ne participerait en aucun cas à une éventuelle recapitalisation de la banque, après avoir pris une participation de près de 10% dans le capital, en octobre 2022. Suite à cela, les actionnaires se sont mis à paniquer, faisant chuter le cours de la banque de 30%, provoquant un retrait massif de la part des déposants, qui mena finalement à son rachat par UBS, la première banque du pays, sous la supervision des autorités suisses, et ce le 19 mars. 5 jours plus tard, suite à une forte hausse des prix de CDS de la Deutsche Bank, la valeur boursière de la banque allemande dévissait de 14% ce jour-là. Les CDS, ce sont des crédits default swap, qui sont des contrats d'assurance qui permettent aux investisseurs de se couvrir contre un éventuel défaut de l'émetteur d'une obligation, dans ce cas-là, Deutsche Bank. Et enfin, plus récemment, une nouvelle banque américaine, First Republic, qui avait déjà bénéficié d'un renforcement à hauteur de 30 milliards de dépôts de la part des 11 plus grandes banques américaines, est également placée sous tutelle de la FDIC le 1er mai, après une diminution massive de ses dépôts depuis mars dernier, dans le sillage de la chute de Silicon Valley Bank et une énième chute drastique en bourse la dernière semaine d'avril. Alors, pour mieux saisir les enjeux de cette succession d'événements et de la discussion qui va prendre place ce soir, il est impératif de revenir sur quelques points clés. Premièrement, ces crises peuvent s'expliquer par des éléments qui sont spécifiques aux institutions mises en cause. On peut citer par exemple l'exposition exacerbée à des secteurs précis de la part de certaines banques. Par exemple, pour SVB, les clients étaient principalement des entreprises de la Silicon Valley dont les rentrées alimentaient les dépôts de SVB. Par conséquent, lorsque ce secteur des technologies s'essoufflait fin 2022, le bilan de SVB commençait à manquer d'oxygène, de dépôts. Un autre facteur spécifique réside dans le pourcentage des dépôts non assurés. En effet, aux États-Unis, les dépôts sont individuellement assurés jusqu'à 250 000 $. Cependant, dans le cas de SVB et Signature Bank, compte tenu d'un portefeuille de clients très fortunés, une part très importante de ces dépôts n'était pas assurée, 93% et 90% respectivement, ce qui a nourri les paniques bancaires. Parmi les éléments plus transversaux qui permettent de comprendre cette crise et qui nous intéresseront plus particulièrement ce soir, il y a évidemment le contexte inflationniste dans lequel nous sommes depuis plusieurs mois, ainsi que les hausses répétées des taux directeurs des banques centrales. Je rappelle brièvement que les taux directeurs sont les taux auxquels les banques centrales peuvent se refinancer auprès des banques centrales, que les banques commerciales peuvent se refinancer auprès des banques centrales, qui ensuite se répercutent sur toute une série de taux
reflétant le prix de la liquidité, comme les prêts bancaires aux entreprises et aux particuliers. Cette situation a mis en difficulté les banques au niveau de leurs passifs et de leurs actifs. Premièrement, du côté de leurs passifs, certaines banques ont vu leurs dépôts diminuer au profit de concurrents comme les money market funds, qui sont des fonds d'investissement concentrés sur des actifs de court terme et qui offrent une très grande liquidité. C'est-à-dire qu'il est possible de retirer ces investissements très rapidement, comme un dépôt à vue, car ils étaient capables d'offrir des taux plus avantageux. Cette diminution de la taille des dépôts crée des pressions de liquidité et de solvabilité. Donc les banques qui sont sous pression du côté de leurs passifs doivent y faire face en vendant des actifs, notamment. Cependant, les actifs, et plus particulièrement les obligations, perdent de la valeur avec la remontée des taux d'intérêt. Et là, je vais détailler un petit peu, parce que c'est important comme mécanisme. En effet, si on achète désormais une obligation du Trésor américain qui vient d'être émise, elle vous rémunérera plus qu'une obligation du Trésor émise il y a 2 ans. Par exemple, une obligation du Trésor avec une maturité de 3 ans en 2021 offrait 0,2% de taux d'intérêt. Aujourd'hui, elle en offre à peu près 4%. Donc, si l'on venait à vendre aujourd'hui pour appâter un investisseur potentiel, il faudrait compenser la différence de rémunération, donc la différence de taux, en vendant le bon du Trésor à une valeur inférieure à la valeur d'achat initiale. Donc, vous faites une perte basée sur la valeur actuelle des marchés. C'est ce qu'on appelle une perte comptable. Cependant, tant qu'ils ne sont pas vendus, la perte est latente, c'est-à-dire qu'elle ne se réalise pas, c'est-à-dire qu'elle ne se réalise pas que si la banque doit vendre l'obligation, le bon du Trésor, avant son échéance, avant sa maturation. Plus l'obligation se caractérise par une échéance longue, plus elle est exposée à la remontée des taux. Et SVB était particulièrement exposée à ce genre de risque, car elle détenait une part importante de bons du Trésor, avec des maturités élevées achetées les années précédentes. Et First Republic aussi était exposée, car elle comptait de nombreux prêts immobiliers à taux fixe dans son bilan. On peut également noter dans les facteurs communs qui sous-tendent cette succession de crises les effets de contagion, surtout dans le cas de Signature Bank qui faisait face à un retrait massif de dépôts le jour où Silicon Valley Bank était mise sous tutelle par la FDIC, et de réputation illustrée parfaitement par Credit Suisse, qui était le mauvais élève des banques européennes. Et ce, dans un contexte de digitalisation bancaire où les retraits peuvent s'effectuer en un clic, et on peut parler même de panique bancaire numérique. Cet épisode de crise bancaire successive implique son lot de questionnements. Premièrement, sommes-nous sortis de cette situation ou pouvons-nous nous attendre à d'autres épisodes de ce genre? Deuxièmement, ou même plus grave, est-ce que les banques centrales ont élu tort d'augmenter leur taux d'intérêt avec autant de zèle, sachant que les causes de l'inflation sont multiples et ne font pas consensus? Troisièmement, compte tenu des diverses interventions des banques centrales pour stabiliser le secteur bancaire ces derniers mois, qui ont impliqué une nouvelle injection de liquidité dans le système financier, pouvons-nous parler de contradictions au sein de la politique de stabilisation des prix portée par les banques centrales? Plus généralement, sommes-nous dans un paradigme de financial dominance, c'est-à-dire que les banques centrales sont contraintes dans leur politique monétaire par les fragilités du système financier? Et enfin, force est de constater que l'inertie qui caractérise la régulation financière n'a cessé de se matérialiser dans les instabilités financières et dans les interventions des banques centrales ces dernières années. Comment peut-on expliquer cette inertie? Quelles sont les marges de manœuvre à ce sujet? Et est-ce que le contexte actuel, c'est-à-dire un affaiblissement des acteurs financiers, notamment avec le durcissement de la politique monétaire, offre-t-il l'opportunité de mettre fin à l'hégémonie financière, pour reprendre les propos de Cédric Durand dans un article publié l'année passée. Donc nous allons répondre à toutes ces questions, nous allons tenter en tout cas durant la discussion, mais dans un premier temps, je vais laisser la parole à nos intervenants qui vont aussi faire une introduction. Donc je vous donne la parole, Laurence Cialom. Merci beaucoup de l'invitation et merci à tous ceux qui sont là un vendredi soir, un jour où il fait beau, d'être là. Pour commencer, je vais faire un petit flashback. Si on se remet dans ce qui s'est passé au moment de la crise financière de 2007-2008, cette crise, elle a commencé le 9 août 2007 par un gel du marché interbancaire. Et les premières victimes de cette crise, elles ont été allemandes avec la banque IKB et britanniques avec la banque Northern Rock. Donc ça, on était fin de l'été, début de l'automne 2007. Et puis ensuite, il y a eu des mouvements d'accalmie et tout le monde, enfin tous les régulateurs, les banquiers centraux, tout le monde disait ça va, la situation est sous contrôle. Et en mars 2008, vous avez Bear Stearns qui fait face à une fuite de liquidités massive et qui, en l'espace de
enfin, en l'espace de 8 jours, il faut organiser son sauvetage. Et c'est JP Morgan Chase qui rachète Bear Stearns. Et puis, de nouveau, on a l'impression que ça se calme. Et puis ensuite, c'est septembre 2008, la faillite de Lehman, c'est Fannie et Freddie, c'est AIG qui doit être nationalisé, c'est voilà, bon bref. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de relire les déclarations qu'on a eues à cette époque-là. Des déclarations très rassurantes, hein, tout comme elles le sont aujourd'hui, hein, avec un narratif très rodé qui, pour parodier le titre d'un ouvrage célèbre de Reinhard Herogoff, c'est « This time is different ». Cette fois-ci, ce n'est pas la même chose. Cette fois-ci, c'est différent, tout est sous contrôle. Et donc, je pense qu'il est tout à fait légitime aujourd'hui de se poser la question, est-ce qu'on vraiment on a tiré toutes les leçons de la crise, hein? Est-ce que dans quelques années, si on fait l'histoire de ce qui s'est passé cette année, est-ce qu'on ne dira pas, comme je viens de vous le dire, qu'IKB et Northern Rock avaient été les premières victimes de cette crise financière? Est-ce qu'on ne dira pas, eh bien, c'était Silvergate, ça a été enfin, toutes les banques régionales américaines et Crédit Suisse qui ont été les premières victimes d'une future crise financière, First Republic, Signature, etc. Alors, c'est un peu embêtant de mettre dans le même sac Crédit Suisse et les banques régionales américaines parce que, évidemment, c'est des difficultés qui sont très différentes. Mais quand même, dans les deux cas, c'est-à-dire que ce soit les banques régionales américaines ou que ce soit Crédit Suisse faisant partie des 30 plus grosses banques au niveau mondial, ce qu'on appelle les global, les banques systémiques, les global SIFI, quoi. Donc, dans les deux cas, ça a été des fuites rapides, très massives de dépôts. Hein, et donc, la crise est venue d'une crise de liquidité. Et comment dire, des deux côtés de l'Atlantique, malgré les engagements des gouvernements après la crise de 2007-2008, du fait de dire que c'est fini, plus jamais ça, les contribuables ne mettront jamais la main à la poche et on va vous protéger des dérives bancaires, eh bien, donc on a introduit des réglementations sur lesquelles je vais revenir, on a introduit des mécanismes de résolution et là, en l'espace de 2 semaines, tout est balayé et il y a de nouveau des forts apports de fonds publics et on transgresse les règles qu'on s'était nous-mêmes données en réalité. Voilà. Bon. Donc il est clair aujourd'hui, à mon sens, hein, que la rapidité, l'ampleur des réactions des banques centrales, de l'assurance dépôt américaine, des trésors publics concernés par dans les différents pays, témoignent du fait qu'en dépit de déclarations très rassurantes, je pense qu'il y a une vraie inquiétude des deux côtés de l'Atlantique, d'autant plus qu'on a eu des premières alertes avant celle-ci. Hein. Donc ces faillites bancaires, c'est intéressant de se pencher dessus parce qu'elles sont très très instructives sur les risques qui pèsent aujourd'hui sur les banques et plus généralement sur la finance. Alors tout d'abord, ça confirme ça confirme quelque chose que l'on sait, hein, à savoir que les banques, elles sont structurellement très vulnérables au risque de liquidité du fait même de leur structure de bilan. D'ailleurs, ça a été récompensé par le prix de la Banque de Suède. Hein, Diamond et Digvig, c'est vraiment ça le cœur de leur argument. Bon, c'est pas non. Enfin, bref. Donc cette vulnérabilité qui est propre au bilan des banques, c'est-à-dire qu'elles ont un passif à beaucoup plus court terme que l'actif, et donc elles peuvent être soumises très vite à une crise de liquidité qui oblige à liquider l'actif et donc qui peut se transformer en crise d'insolvabilité. Cette vulnérabilité à l'heure du numérique, elle est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était précédemment. C'est la même, simplement maintenant les fuites de dépôt, elles peuvent être beaucoup plus massives et donc la question de la confiance en fait, hein, parce que c'est ça qui gouverne les fuites de dépôt, devient vraiment essentielle. Alors là, je voudrais quand même rappeler que Crédit Suisse dépassait les ratios clés des accords de Bâle III. C'est-à-dire que Crédit Suisse avait un ratio de solvabilité, notamment celui qu'on appelle Common Equity Tier 1, c'est-à-dire en gros, c'est les vraies actions ordinaires, ce qui absorbe des pertes, hein, parce qu'il y a plein de trucs qui sont du faux capital, du pseudo-capital, mais ça c'est du vrai capital, sur l'actif pondéré par les risques. Et donc, Crédit Suisse était à 14,1, or la limite européenne est à 10,6. Le niveau auquel était Crédit Suisse de solvabilité était supérieur à celui de 2 de nos grandes banques systémiques que sont BNP Paribas et Société Générale.
Le ratio de liquidité LCR, Liquidity Coverage Ratio, de Crédit Suisse était à 144%, c'est-à-dire très supérieur au 100%, qui est le seuil minimal, et supérieur à celui de nos banques systémiques que sont BNP Paribas et Société Générale. Je ne suis pas du tout en train de vous dire, si certains d'entre vous ont un compte dans ces banques, qu'il va se passer demain la même chose. Non, mais simplement, ce que j'essaye de vous dire, c'est que ça veut dire que ces ratios de Bâle III, alors certes, c'est une amélioration, on ne peut pas dire que ce n'est pas une amélioration, ça ne serait pas honnête. C'est très utile dans la boîte à outils du régulateur, mais d'évidence, ça n'offre pas une garantie suffisante pour la société. Ça donne, et pire, je pense que ça donne un faux sentiment de sécurité. C'est-à-dire que les banques se targuent et affichent leur ratio de capitalisation en disant « mais voyez, regardez, il n'y a pas de problème, on est très, très au-dessus. Hein. » Et donc, ça donne l'illusion que l'aléa moral est maîtrisé, c'est-à-dire l'aléa moral, c'est quand vous prenez des risques et vous êtes en capacité de faire supporter le coût des risques par les autres, en l'occurrence par le contribuable. Et donc, en fait, c'est pas du tout le cas. Ces épisodes nous montrent que c'est pas du tout le cas. Le risque, l'aléa moral n'est pas du tout maîtrisé. Et donc, moi, à mon sens, il faudrait qu'on se concentre sur quelque chose de beaucoup moins sophistiqué que le ratio de capital pondéré par les risques, parce qu'il faut savoir que les plus grosses banques, elles le calculent elles-mêmes et elles le manipulent, et ça, des travaux académiques le montrent. Hein. Il faudrait se focaliser sur le ratio de levier simple, un truc simple. Je regarde le capital, je rapporte ça à l'ensemble du bilan bancaire, à l'ensemble des actifs de la banque, je ne pondère pas par les risques, et je regarde de combien, enfin, qu'est-ce que la banque peut absorber comme perte sur la valeur de ses actifs. Eh bien, quand on regarde des choses comme ça, la vision qu'on a sur la solvabilité des banques, elle change un peu. Hein. C'est que parmi nos très grandes banques systémiques au niveau mondial, beaucoup ont des ratios de levier de l'ordre de 5 à 6%. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une baisse de la valeur de leurs actifs de cet ordre-là, 5 à 6%, suffit à les rendre insolvables. Au moment de la crise de 2007-2008, les banques qui ont été le plus impactées, qui ont fait le plus de pertes, ont eu des pertes de l'ordre de 10% de leur bilan. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le niveau de capitalisation des banques, certes, est beaucoup plus important qu'il n'était. Ça a été multiplié par 3-4. Mais quand vous multipliez par 3-4 quelque chose qui est tout petit, ça ne fait toujours pas grand-chose. Et donc, si vous voulez, les ratios de Bâle III ne sont pas assez protecteurs. Ça, c'est une première chose. Et donc, les régulateurs en ont quand même conscience. Et donc, ils se sont dit, qu'à cela ne tienne, puisqu'on est quand même assez perméable aux attentes du lobby bancaire, pour 1000 raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir, hein, à ce moment-là, on ne va peut-être pas leur demander d'avoir du vrai capital, mais on va leur demander d'avoir un espèce de pseudo-capital, et on va faire en sorte d'avoir des digues de protection, où d'abord on rincera les actionnaires quand une banque sera insolvable. Ensuite, il y aura des créanciers qui auront été mieux rémunérés, ces fameux AT1 de Crédit Suisse, c'est-à-dire de la dette subordonnée. Donc eux, ils pourront aussi tout perdre, c'est-à-dire soit on convertira en actions, c'est les fameux COCO, le capital contingent, hein, soit on les réduira à zéro. Et donc ça veut dire que le contribuable, il sera en dernier ressort. C'est-à-dire que, vous voyez, il y aura eu des digues avant d'arriver au contribuable, des lignes de défense successives censées nous protéger et donc éviter le bail-out. Or, ce que montrent les faillites récentes, c'est que le contribuable, il met toujours la main à la poche. Ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, les faillites récentes nous le disent, mais on n'a pas eu à attendre les faillites récentes. Depuis 2015, c'est-à-dire depuis le moment où il y a eu cette directive sur la résolution, en Europe, on a eu 6 faillites bancaires. Sur les 6 faillites bancaires, il y en a 5 qui ont bénéficié d'une injection publique, dont Monte dei Paschi di Siena, qui est une banque systémique au niveau italien, mais qui n'est pas systémique au niveau mondial. Il n'y en a qu'une, en fait, c'est Banco Popular, l'espagnol, qui a respecté, en fait, les règles qu'on s'est nous-mêmes données de bail-in, en fait. Bon. Donc ça, déjà, c'est pas rassurant. Mais en plus de ça, il faut savoir, et ça ne se sait pas assez, c'est que la transposition des accords de Bâle III n'est toujours pas finalisée en Europe. C'est-à-dire que les instances européennes soutiennent des règles prudentielles qui sont toujours en dessous
de ce qu'exige le comité de Bâle. Et ça, c'est quand même assez étonnant parce que les principaux superviseurs bancaires européens, qui ne sont pas d'affreux gauchistes, hein, c'est-à-dire Andrea Enria, le président du conseil de surveillance de la BCE, Luis de Guindos, le vice-président de la BCE, José Manuel Campa, qui est un ancien banquier, qui est président de l'autorité bancaire européenne, tous les trois ont mis en garde sur le fait de ne pas pleinement appliquer les accords de Bâle III dans l'Union européenne. Or, la Commission européenne, elle propose un nouveau délai aux banques, notamment pour ce qu'on appelle le plancher de fonds propres, c'est-à-dire un minimum de fonds propres, hein, qui est indispensable et qui, en plus, au-delà de protéger de la stabilité des banques, est un facteur de distorsion de concurrence. C'est-à-dire que les grosses banques, elles peuvent manipuler leur actif pondéré par les risques parce qu'elles le calculent elles-mêmes. Tous les facteurs de risque, les probabilités au défaut, la perte en cas de défaut, tout ça, elles calculent elles-mêmes. Les plus petites banques ne peuvent pas le faire. Donc c'est en plus une distorsion de concurrence entre les petites et les grandes. Et donc on est face à un moins 10 ans prudentiel. Excusez-moi, je fais partie des gens qui supportent mal les pollens. Et ça risque de conduire, en fait, à ce que le comité de Bâle juge que les réglementations européennes ne sont pas conformes aux engagements de Bâle. Et ça, dans le contexte actuel d'incertitude macroéconomique, dans le contexte d'instabilité bancaire, eh bien, la non-pleine application des accords de Bâle, qui déjà ne sont pas protecteurs, hein, ça risque de d'ébranler la confiance dans les banques européennes. Or, on a bien vu, la confiance est essentielle pour éviter les fuites de dépôts. Donc, ceci étant dit, aujourd'hui, quels sont, enfin, selon moi, hein, les grands risques qui pèsent sur les bilans bancaires? Alors, d'abord, il y a le risque de liquidité, on l'a vu, hein. Et ce risque de liquidité, donc il est bien connu, hein, il est renforcé dans le contexte de remontée des taux, comme l'a expliqué Alessandro. Il y a des mécanismes de base qui font que les banques font des pertes sur leur portefeuille d'actifs, mais comme tous les autres acteurs financiers, hein, enfin, je veux dire, on ne peut pas y couper, bon, sauf, il y a quand même eu des cas de très mauvaise gestion actif-passif. Hein. Et ça, je pense que cette très mauvaise gestion actif-passif, c'est en partie lié au fait qu'avec les politiques monétaires non conventionnelles, les banques, elles ont perdu l'habitude de gérer, de faire la gestion actif-passif. Elles avaient tellement l'habitude de déléguer la gestion de leur liquidité à la Banque centrale en ayant un accès open bar à très bas coût à la liquidité, eh ben qu'il y a des savoir-faire, mais basiques, qui se sont perdus d'une certaine manière. Hein. Et donc, je pense qu'il est très important, rapidement, de recalibrer les ratios de liquidité, et notamment à l'ère des paniques bancaires numériques. Un autre risque majeur, c'est un risque qui, cette fois-ci, peut venir de l'actif des banques, c'est-à-dire qu'avec la remontée des taux d'intérêt, notamment dans les pays où il y a un très fort taux d'endettement privé, ce qui est le cas de la France, hein, le Haut Conseil de stabilité financière n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme, hein. La remontée des taux risque de provoquer des faillites. Et ces faillites, c'est quoi? C'est des crédits qui ne vont pas être remboursés. Et donc, c'est des créances douteuses auxquelles vont faire face les banques dans un contexte où, effectivement, la confiance déjà dans les banques n'est pas forcément excellente. Et il y a un dernier risque que j'aimerais souligner, c'est que, et qui est très, très sous-estimé, à la fois par les acteurs bancaires, je ne pense pas en réalité par les régulateurs, mais enfin, pour des raisons sur lesquelles on reviendra, ils font tout pour ne pas provoquer la crise de ce point de vue-là. Et très sous-estimé dans la régulation du paquet de l'Union européenne actuellement sur la table. C'est tout ce qui concerne l'exposition aux risques financiers climatiques. Nos banques sont très, très exposées aux risques financiers d'origine climatique. Et c'est très peu pris en compte. Et alors, le risque financier d'origine climatique, c'est le fait de dire, si un jour les États se décident à faire une politique climatique digne de ce nom, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir mettre au rebut ou alors reconvertir ou cesser d'exploiter
des appareils productifs, des infrastructures avant leur amortissement. Or, les calculs qui ont été faits jusqu'à amortissement complet. Et donc, ça veut dire que c'est pour ça qu'on parle d'actifs échoués. C'est pour ça que moi, souvent, j'utilise l'idée que ce qu'on doit faire, c'est presque une économie de guerre, sauf que dans une économie de guerre, c'est les bombes qui détruisent du capital. Nous, on doit choisir le capital qu'on doit détruire et on doit en reconstruire un nouveau. Et si vous voulez, ça veut dire que ceux qui détiennent ces actifs adossés aux fossiles, et ce n'est pas juste des actions sur Total, sur Shell, sur Exxon, hein, les premiers trucs auxquels on pense, mais c'est tout ce qui est en amont, tout ce qui est en aval. Il y a des cascades d'échouage. Il va y avoir des cascades d'échouage. Donc ça, si vous voulez, si subitement il y a alors soit une innovation technologique majeure, imaginons, après tout, on a été bien capable de faire un vaccin en 1 an. On disait que ce n'était pas possible. Imaginons que sur le stockage des batteries, on ait vraiment une innovation majeure, ou sur le moteur à hydrogène, ou je ne sais quoi. Bah, ça aussi, ça va dévaloriser, subitement tout ce qui est adossé aux fossiles. Ça changera complètement la donne. Eh bien, ça, on n'est pas du tout préparé. On n'est pas du tout préparé d'un point de vue, prudentiel. Et donc, Finance Watch propose d'augmenter fortement les pondérations face à l'industrie fossile. Moi, je pense qu'on devrait avoir des ratios de levier sectoriels. Un truc très simple, quand je finance l'industrie pétrolière, alors déjà, je dois pas, si je finance des nouveaux projets comme l'Agence internationale d'énergie, le GIEC, tout le monde nous dit qu'il ne faut plus rien exploiter, il ne faut plus prospecter, et il ne faut même pas exploiter ce qu'on connaît déjà et qui est déjà valorisé dans les bilans. Toute nouvelle prospection, c'est 100% de capital, donc ça suffit pour refroidir les ardeurs. Et puis, sinon, avoir conventionnellement de dire, voilà, le ratio de levier, il est de 3, normalement, dans les accords de Bâle, disons qu'il va être de 20 pour financer des positions existantes, c'est-à-dire, donc, obligé de se désengager, en réalité, obligé de se désengager pour les banques. Donc voilà, merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole, Dominique Pion. Bien, bonsoir. Merci de m'avoir invité. Et je vais essayer de prolonger ce qu'a dit Laurence, et que je suis entièrement d'accord, en abordant peut-être des angles un peu différents, mais tout à fait, je pense, en tout cas j'espère, complémentaires. Moi aussi, j'ai la gorge un peu enrouée, excusez-moi, décidément. Voilà. Alors, si vous voulez... J'ai, avec plusieurs collègues d'ailleurs, dans le cadre de la note de l'Institut La Boétie, que vous avez peut-être vu, qu'on a rédigée, et aussi dans le cadre d'autres articles dans les journaux, etc. Et même, on a fait un petit bouquin qui s'appelle « Les banques centrales, apprentis sorciers à la manœuvre ». Ça veut tout dire. Eh bien, on a beaucoup travaillé sur justement le rôle des autorités monétaires en général. Donc, les banques centrales, elles sont là pour faire la politique monétaire, mais elles sont de plus en plus aussi, notamment depuis la crise de 2007-2008, elles ont des responsabilités de supervision, de régulation du système bancaire et financier. Et c'est sur ce point-là que je voudrais commencer par insister. Je pense que les banques centrales, que ce soit la Fed américaine ou la BCE et d'autres grandes banques comme la Banque du Japon, etc., Banque d'Angleterre, ont fait une double erreur qui explique en partie, pas totalement bien entendu, mais en partie la crise actuelle, la crise bancaire, et les difficultés dans lesquelles nous sommes. La première erreur, ça a été de monter brutalement les taux d'intérêt. Vous vous rendez compte qu'aux États-Unis, en 1 an, à partir de 2022, enfin 2021-2022, les taux d'intérêt directeurs sont passés de 0 à 5%, qu'à 75%. C'est colossal, comme. Après une période très longue de taux presque proches de 0, très longue, donc dans lesquels, comme l'a expliqué Laurence, les banques ont eu une liquidité absolument abondante, elles baignaient dans la liquidité, elles n'avaient aucun problème. Tout d'un coup, on monte les taux. Et on monte les taux pourquoi ? Pour lutter contre l'inflation. Comme vous le savez, l'inflation s'est accélérée, vous le savez, mais vous le vivez sans doute, dans vos dépenses. L'inflation s'est fortement accélérée depuis, disons, 2021-22. On était à des taux d'inflation de 2-3%. Maintenant, on a des taux d'inflation 6, 7, 8 selon les pays. Et pour certains secteurs, comme l'agroalimentaire, comme vous le savez, en France et en Europe en moyenne, d'ailleurs, on est aux environs de 15 à 16%. Donc, il y a eu un choc inflationniste tout à fait important. L'erreur, ça a été de considérer, de notre point de vue, que la politique monétaire était l'instrument
le plus approprié, en tout cas que l'instrument devait être manipulé avec violence, avec force, pour casser cette inflation. Or, cette inflation n'est pas d'origine monétaire. C'est une inflation structurelle qu'une politique monétaire ne peut pas corriger véritablement. Ça a été... Il y a une note d'ailleurs de l'Institut Labo ici à ce sujet. Pour aller vite, l'inflation, souvent dans les théories traditionnelles, on distingue deux ou trois approches, deux ou trois causes préférées. Il y a l'inflation par la demande, et on va considérer que c'est quand il y a, par exemple, une injection de liquidité, beaucoup de monnaie, ce que disent certains théoriciens qu'on appelle les monétaristes, c'est ça qui va amener de l'inflation parce que les gens vont demander plus de biens, ça va faire monter les prix des biens et services. L'autre inflation qui est souvent mise en avant, c'est l'inflation salariale. C'est-à-dire, on dit, ah, c'est les salaires qui montent, donc les coûts des entreprises montent, les coûts salariaux, les entreprises donc répercutent, et c'est ça qui fait l'inflation, ce qu'on appelle la boucle prix-salaire. Or, l'inflation actuelle, ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt une inflation par l'offre et de nature structurelle. Structurelle, c'est-à-dire liée aux structures productives. Alors, je ne sais pas si vous avez vu des analyses, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux récemment là-dessus. On parle par exemple, à la suite de la crise du Covid, de la crise sanitaire mondiale, et puis de la crise récente, de la guerre en Ukraine, d'un choc qui a amené les entreprises à réajuster ce qu'on appelle leur chaîne de valeur. Quand je dis entreprises, c'est les multinationales. C'est-à-dire à revoir complètement, face à des raretés, face à des problèmes d'insuffisante alimentation, on pense aux composants électroniques, mais ça peut être aussi dans le domaine de l'agriculture, difficultés d'alimentation. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce choc-là a amené ces chocs, donc la pandémie, la guerre en Ukraine, les chocs que ça a amené sur les entreprises, a amené cette accélération de l'inflation. Mais il faut rajouter à ça les comportements des entreprises, des multinationales et aussi des distributeurs. C'est-à-dire que nous, on parle, quand je dis nous, je crois que la note de Labo ici le dit aussi, c'est une inflation plutôt du côté de l'offre, et c'est une inflation non pas salaire-prix, mais plutôt profit-prix. C'est-à-dire vous avez un grand nombre d'entreprises qui ont profité dans le secteur de l'énergie. Regardez Total, dont l'Assemblée générale avait lieu ce matin, d'une manière un peu tourmentée d'ailleurs, qui fait des profits exorbitants dans le domaine du transport maritime, dans le domaine de l'agroalimentaire, des marges absolument considérables et des profits faramineux. Donc, si vous voulez, cette inflation-là, on ne peut pas la combattre véritablement par la politique monétaire. Et d'ailleurs, le gouvernement français, que je ne défends pas toujours, mais a compris quand même ça. Qu'est-ce qu'a fait la France et le gouvernement français, par exemple? Il a mis en place un bouclier financé par la politique publique, la politique budgétaire et fiscale. C'est une politique c'est la politique efficace pour bloquer les prix, empêcher certains prix, dans le domaine de l'énergie en particulier, de progresser trop rapidement pour essayer d'agir sur l'inflation. Donc, première erreur des banques centrales, c'est de considérer que la politique des taux d'intérêt brutale qui a été menée était le bon instrument. Pas du tout. C'est un instrument inefficace et dangereux. Et ça m'amène à la deuxième erreur. Dangereux parce que les banques centrales n'ont pas voulu voir ou ont sous-estimé, et dans ça, elles n'ont pas appris les leçons de la crise de 2007-2008, qu'une montée brutale des taux d'intérêt allait enclencher une crise bancaire et financière. Pourquoi? Eh bien, Florence l'a un peu expliqué, Alessandro aussi, c'est que les banques sont déstabilisées par le fait que quand on monte brutalement les taux d'intérêt, vous avez des effets en chaîne. Par exemple, quand on regarde aujourd'hui le bilan d'une banque, on s'aperçoit qu'à l'actif, par exemple, vous avez des portefeuilles de titres énormes qui ont gonflé énormément à la suite de l'abondance de liquidités, et notamment des portefeuilles obligataires, d'obligations publiques, d'obligations privées, etc. Et donc, comme ça a été expliqué très bien, à partir du moment où vous avez une montée des taux d'intérêt, ces portefeuilles obligataires chutent, perdent leur valeur. Alors, quand ça ne reste que des pertes latentes, et que les banques ne sont pas obligées de vendre leur portefeuille ou leurs titres pour faire face, par exemple, à une panique bancaire, ça va, mais quand ce sont c'est qu'elles ne peuvent pas le faire, alors c'est là le début d'une panique bancaire. Parce que les banques font des pertes, les déposants le constatent et se ruent, ce qu'on appelle une ruée bancaire,
pour récupérer leurs dépôts, parce qu'ils craignent de ne pas être remboursés, de ne pas récupérer leurs dépôts. Et donc, si vous voulez, la grande erreur des banques centrales, et c'est lié d'ailleurs à une contradiction dans leurs objectifs, ça a été de considérer que la politique de stabilité monétaire primait avant tout et qu'ils ont négligé la question de la stabilité financière et de l'impact de leur politique monétaire sur la stabilité financière. Or, s'il y a bien eu une leçon qu'on croyait avoir apprise, ou qu'on croyait que les autorités monétaires avaient apprise avec la crise de 2007-2008, c'est qu'on ne peut pas séparer la stabilité monétaire de la stabilité financière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un problème de stabilité monétaire, on doit le régler, mais pas forcément avec des instruments monétaires, parce qu'il y a le problème de la stabilité monétaire qui se pose immédiatement. D'accord ? Et c'est exactement l'erreur, et on est très étonné de voir à quel point ces banques centrales ont fait cette erreur à nouveau. L'explication est assez difficile à donner. Je pense qu'il y a une sorte d'aveuglement par rapport à une vision, un cadre théorie, un cadre d'analyse qui est tout à fait inadapté. Autrefois, les banques centrales défendaient le dogme de la séparation entre la stabilité monétaire et la stabilité bancaire, financière. On disait, on s'occupe de nous, banque centrale, de la stabilité monétaire, c'est-à-dire de l'inflation, de la lutte contre l'inflation, et le reste, la stabilité financière, sera gérée autrement, indépendamment, et c'est indépendant. Eh bien, on croyait avoir compris avec la crise de 2007-2008 que non, c'est pas indépendant, et là, elles ont refait la même erreur. Donc, c'est quelque chose qui est assez étonnant, mais c'est vraiment le problème auquel elles sont soumises. Alors maintenant, pour aller plus loin, mais je ne veux pas non plus trop répéter ce qu'ont dit mes prédécesseurs à cette tribune, c'est que les banques n'ont pas non plus appris la leçon dans l'espèce de fuite en avant qu'elles ont orchestrée, qu'elles ont mise en œuvre en inondant à nouveau de liquidités les banques en difficulté, le système bancaire, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe, en Suisse en particulier. D'accord ? Et là, à nouveau, il y a une question. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se lance dans ce type de politique, on réitère finalement à nouveau l'erreur qui a été d'injecter massivement de la liquidité. Et ce qui est le plus intéressant, le plus important, d'une manière inconditionnelle. C'est aussi ça le problème. C'est que déjà, dans les politiques dites non conventionnelles qui avaient eu lieu après la crise, ça avait été fait d'une manière non conditionnelle, inconditionnelle. C'est-à-dire on aurait pu profiter de cela pour dire aux banques, d'accord, on vous donne des liquidités, on vous aide, on vous apporte les financements dont vous avez besoin pour rester en activité, mais par contrepartie, vous allez changer dans tel et tel domaine. Par exemple, j'y reviendrai tout à l'heure, vos financements, vous allez abandonner des financements dans les domaines, par exemple, des énergies fossiles, parce que, comme l'expliquait Laurence, vous exposez en faisant ça à des risques très importants sur le futur, etc. Et puis vous contribuez au réchauffement climatique, et on pose des conditions. Or, on continue de vivre dans un univers où les autorités continuent leur politique d'une manière inconditionnelle. Et l'autre point sur lequel on veut insister qu'on insiste dans notre papier, dans notre article, c'est que le constat qu'on peut faire, c'est que le pouvoir des grandes banques grossit à mesure que les crises se succèdent. C'est-à-dire qui profite finalement le plus de la crise, ce sont les grandes banques systémiques. Il y avait déjà eu, Lehman Brothers avait été racheté par la Barclays. Là, on a maintenant JP Morgan qui a acheté, par exemple, autre banque systémique, First Republic, et on a UBS, qui est une des plus grandes banques du monde, plus grande banque suisse, eh bien, qui rachète Crédit Suisse, qui grossit, donc, avec à chaque fois une aide massive et quasiment inconditionnelle des autorités. D'accord ? Et donc, le problème, c'est que la crise de 2007-2008 avait pourtant bien montré, il y avait eu des réunions, des sommets internationaux à ce sujet, que les acteurs les plus dangereux du système bancaire et financier, ce sont les banques systémiques. D'accord ? Or, entre parenthèses, nous sommes une sorte d'exception en France. Nous sommes un des pays du monde où nous avons le plus de banques systémiques. Toutes les grandes banques sont systémiques. D'accord ? C'est-à-dire qu'elles contrôlent les banques systémiques, les 4 grandes en particulier, les 2 dont parlait Laurence, BNP Paribas, Société Générale, mais également BPCE, Crédit Agricole. Eh bien, c'est des banques qui sont à caractère systémique. C'est-à-dire que l'une d'entre elles est en difficulté, elle peut entraîner, dans ces difficultés,
la crise du système bancaire, pour ça qu'on parle de crise systémique, dans son ensemble, si vous voulez. Or, la politique de fuite en avant des autorités, en quelque sorte inconditionnelle, eh bien, fait que ces banques-là continuent d'être là, d'être puissantes, et on ne s'attaque pas à leur business model, comme on dit, excusez-moi d'employer cet anglicisme, c'est-à-dire qu'on ne leur pose pas des conditions. Et on reste donc dans un univers qui est non seulement le même, mais qui s'est dégradé quelque part, puisque le pouvoir de ces banques, la taille de ces banques est devenue absolument considérable. Laurence parlait du fait qu'on retarde à appliquer les normes prudentielles BAL 3, BAL 4 qui ont été édictées ces dernières années. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a le lobby bancaire. Et pourquoi le lobby bancaire est si puissant? Mais parce que derrière, il y a ces fameuses banques systémiques qui sont finalement dans une position de force. Et ça crée un aléa moral énorme, parce qu'elles savent qu'elles seront secourues, too big to fail, comme on dit, hein, trop grosses pour faire faillite. Donc, et du coup, elles continuent de fonctionner comme avant. Et donc là, il y a vraiment une question, parce qu'on aurait pu penser que cette crise aurait amené une réflexion, des décisions entre les autorités monétaires en disant, et bancaires, on va changer notre façon de procéder parce qu'on voit bien que ça n'a pas donné les résultats et que même ça a contribué à la crise. Mais non, pas du tout. Il ne se passe absolument rien. Silence radio à ce sujet. Et c'est ça qui est très, très inquiétant. Alors, ce que je voudrais dire pour terminer, pour ne pas être trop long, c'est que, en fait, ce que nous disons dans la note et ce que disent un certain nombre, je pense, de responsables d'économistes, c'est qu'il faudrait aujourd'hui profiter de la crise pour imposer justement ces changements qui sont absolument nécessaires. Alors, d'appliquer et de renforcer les normes prudentielles dont Laurence a parlé, tout à fait d'accord, mais ce ne serait pas suffisant. Et là, il y a une réforme dont tu n'as pas parlé, c'est la fameuse, mais je sais que tu t'es battu, et nous nous sommes battus après la crise de 2007-2008, au moment du vote de l'euro bancaire en France notamment, eh bien, c'est la fameuse séparation des banques de détail et des banques d'investissement, aux banques d'affaires. Parce que les grandes banques systémiques sont des banques universelles. En fait, ce sont des conglomérats financiers. On parle de banques, mais elles sont à cheval sur tous les métiers de la finance. Les prêts, les crédits, etc. Bien sûr, le métier traditionnel. Mais elles sont à cheval aussi sur l'assurance, elles sont à cheval sur les métiers de marché, etc. Et donc, il faut absolument séparer ces activités. Il faut séparer ces activités parce qu'il n'est pas normal que nos dépôts bancaires servent à alimenter les opérations de ces banques sur les marchés et financer des opérations avec lesquelles on ne serait pas d'accord si on le savait, si c'était transparent. Et puis, il faut s'attaquer à la taille too big to fail, la taille trop grande de ces banques. Donc, il faut réduire leur taille et la séparation réduirait leur taille. Voilà. Et si on faisait cette réforme, et alors là, je vais un peu plus loin, c'est que, notamment, les banques de détail qui financent en grande partie le tissu productif, les PME, plus les particuliers, bien sûr, les ménages, eh bien, ces banques-là devraient être mises sous contrôle social. C'est-à-dire que profiter de cette crise, profiter de cette diminution de pouvoir de ces banques, de dire, eh bien, ces banques-là, en tout cas certaines d'entre elles, vu les fautes qu'elles ont faites et vu leur fonctionnement antérieur, doivent être mises sous contrôle social. Contrôle social, ça veut dire quoi? C'est un mode de gouvernance des banques dans lequel vous avez des parties prenantes qui décident, et pas uniquement des dirigeants à la solde des actionnaires. Donc, ça veut dire eh bien, les salariés, les usagers, les collectivités publiques et bien sûr les actionnaires. D'accord? Et ça, évidemment, ça serait l'idéal, ces banques-là étant mises ensuite dans le cadre d'un pôle public bancaire, qui existe d'ailleurs déjà plus ou moins en France, hein, et qui aurait pour fonction de financer les secteurs jugés prioritaires. Et donc j'en viens au dernier, ou l'avant-dernier point peut-être, c'est que finalement, il faudrait absolument que le système bancaire revienne finalement à son rôle de financement de l'économie, de financement du système productif. Et ceci est d'autant plus nécessaire, comme ça a été dit tout à l'heure, que, comme tu l'as dit, en employant l'image d'un pays bombardé, hein, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on doit reconstruire notre système productif pour le décarboner complètement. Et donc, on est vraiment dans une situation où il y a un problème de financement majeur. Hein. Il y a un rapport qui est sorti ces jours-ci hein, qui indique les besoins de financement, 64 milliards par an, pour vraiment réussir la transition écologique en France. Hein. Eh bien, la lutte contre le réchauffement climatique, ces financements, ils ne tomberont pas du ciel. Ils viendront de l'État, mais pas que. Ils viendront du secteur
privé ou du secteur des banques en particulier. Donc, si vous voulez, là, c'est le moment, on est à un moment à la croisée des chemins. C'est-à-dire profiter de cette crise pour réorienter, restructurer le système bancaire. Alors évidemment, ce qu'on dit là, on est totalement minoritaire. Mais juste une anecdote. Quand l'Union européenne a proposé une directive sur la séparation qui était certes modeste, voilà, qui l'a proposé? C'est un dénommé Michel Barnier, qui, comme vous le savez, n'est pas un gauchiste. Bon, il n'est pas non plus à la droite du LR, mais c'est quelqu'un que personnellement je respecte beaucoup parce qu'il a eu du courage de le présenter. Vous avez vu, quand il a présenté ça, quelles ont été les personnes qui sont le plus violemment opposées à cette directive? Les Français. Un dénommé Christian Noyer, à l'époque gouverneur de la Banque de France, et derrière le lobby bancaire. Et ils ont obtenu gain de cause. Ils ont obtenu gain de cause, c'est que la loi française de 2013, dite de séparation, ce qui est totalement... et de résolution, ce qui est vraiment un mensonge dans le titre, eh bien, ne sépare rien du tout. D'accord? Et donc, on n'a pas été... et ce n'est pas nécessairement, pour le coup, l'Union européenne qui est la plus responsable. Hein. C'est nos autorités publiques et monétaires qui ont freiné avec le lobby derrière, qui est tellement puissant, et puis des facteurs de consanguinité tellement grands dans le système français qu'on sait très bien d'où vient, par exemple, l'actuel gouverneur de la Banque de France. Bon, c'est des gens qui ont un lien très étroit avec le système bancaire, les autorités, et donc il n'y a pas possibilité d'avoir un véritable choc de régulation et un choc de restructuration du système bancaire dans un tel contexte. Et je terminerai en parlant de la Banque centrale. Je crois que là, il faut se reposer la question du fonctionnement de la Banque centrale, puisque, comme je le disais tout à l'heure, elle a fait des erreurs incroyables. Ça veut dire que son cadre opérationnel et son cadre théorique posent problème. Et que donc, il faut repenser la manière dont les banques centrales fonctionnent. Alors, les mettre sous un minimum de contrôle, par exemple parlementaire, ce qui n'est absolument pas le cas. Vous savez que chaque année, le président de la BCE est auditionné par le Parlement européen, mais c'est une épreuve de style purement formelle. Il n'y a aucun pouvoir, aucune pression possible de la part des élus, par exemple, sur le fonctionnement et les orientations de la Banque centrale européenne. Bon. Et il faudrait aussi que la Banque centrale, et ça remet en cause en partie son indépendance, articule sa politique avec les autres instruments de politique économique. Puisqu'on a vu que, par exemple, pour lutter contre l'inflation, la politique budgétaire et fiscale était probablement un instrument plus efficace, pour cette inflation-là en tout cas, eh bien, il faut que la politique monétaire soit menée de concert et en coordination avec la politique budgétaire et fiscale, ce qu'on appelle le policy mix. Et ça, évidemment, ça impliquerait une forme de fonctionnement, de gouvernance, comme on dit maintenant, qui ferait que la BCE, la Banque centrale, n'aurait pas le pouvoir de décision totalement indépendant, mais qu'elle devrait s'adapter et se concerter avec les autres acteurs. Et d'ailleurs, bon, il y a aujourd'hui des rapports, y compris émanant de banques centrales, qui commencent à dire ça. Il faut que les banques centrales travaillent avec les autres acteurs des politiques économiques. Voilà, donc aujourd'hui, on est dans une phase de crise. Des crises, quelquefois, surgissent des bonnes choses, hein, des changements. Ben là, on n'a pas l'impression, hein, comme laissait entendre aussi, je crois, Laurence, que c'est le cas. Et c'est pour ça que c'est assez inquiétant. Et que donc, on a une responsabilité, quelque part, en tant que citoyen, en tant qu'académique que nous sommes, ou universitaire, ou en tant que militant éventuellement, d'attirer l'attention de l'opinion, des décideurs de tous bords sur ce problème. Aujourd'hui, on est vraiment dans une situation inquiétante. Et une fois de plus, va-t-on ou ne va-t-on pas tirer les leçons de la nouvelle crise bancaire, qui n'est pas terminée, entre parenthèses, probablement. Voilà. Un tout grand merci. Je vais poser deux questions avant de laisser la parole au public. Une question qui aura trait plus aux banques centrales et ensuite aux questions de régulation. Sur les banques centrales, je vais prendre une position un peu de contradiction. Est-ce parce que vous paraissiez étonné, Dominique Plion, de la politique de rehaussement des taux directeurs de la Banque centrale? Est-ce qu'on ne pourrait pas penser justement que ce rehaussement des taux était en fait... les banques centrales savaient ce qu'elles faisaient, elles savaient que ça allait créer des petits problèmes au niveau des banques moyennes, etc. Mais que dans tous les cas, il y aurait une expansion de la feuille de bilan, elles pourraient absorber les risques et les problèmes de liquidité, et elles laisseraient les petits, en tout cas, se faire faillite. Mais en tout cas, quand il
il s'agissait de Crédit Suisse, par exemple, la Banque centrale suisse était derrière, a mis des facilités de crédit qui permettaient, en tout cas, de faciliter le rachat par UBS. Et en soi, je prends aussi en tête, enfin, j'ai en tête aussi tous les exemples qui se sont passés avant les crises bancaires. Il y a eu des crises, la crise Covid, il y a eu énormément d'instabilité sur les marchés financiers pendant 2-3 jours, en mars 2020, et les banques centrales ont agi extrêmement rapidement, et elles ont permis de stabiliser la volatilité des actifs très facilement. Même chose avec le marché repo, donc, qui est une sorte de financement non régulées, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, elles sont intervenues sur ce marché-là, elles ont stabilisé très rapidement en 2019. Et la différence fondamentale avec 2008, c'est vrai qu'elles sont intervenues massivement, etc., mais elles ont attendu 3 semaines pour sauver un peu le système financier. Elles ont laissé Lehman Brothers faire faillite et elles ont appris de cette erreur. Et je pense qu'il y a un changement fondamental donc, dans les politiques des banques centrales. Et est-ce que, et je veux poser cette question provoque, est-ce que c'est la fin des crises financières? En fait, est-ce que l'hybridation des banques centrales dans les marchés financiers a atteint un tel point que maintenant, il va être compliqué de voir d'où pourrait venir une crise financière, sachant que les banques centrales ont une capacité d'expansion de leur bilan qui est impressionnante. Et maintenant qu'elles font des pertes sur leur bilan, parce qu'elles sont en train de faire des pertes sur leur bilan, la Banque de règlement internationale, la BIS, vient dire que ce n'est pas problématique que des banques centrales fassent des pertes. Alors moi, c'est ma question que je voulais vous poser. Les banques centrales ont acheté massivement de la dette publique, la dette des États. Elles détiennent à peu près 30% de la dette à ce jour en Europe, dans l'Union européenne, dans la zone euro. La dette publique, il y a eu un débat sur qu'est-ce qu'on allait faire de cette dette. Est-ce qu'elle était remboursable, par exemple? Est-ce qu'il ne fallait pas en annuler? Laurence a fait des propositions que tu diras peut-être à ce sujet, la manière d'annuler, conditionnelle, partielle, totale, etc. Et avec l'idée que si elle annulait, certains disaient, mais si elle fait ça, elle va faire des pertes. Si elle retire de son bilan ses actifs, eh bien, la banque aura un bilan à perte, c'est pas possible. Or, nous défendons la thèse, en effet, que les banques centrales ne sont pas des banques comme les autres, et qu'elles ont une capacité notamment de création monétaire très forte, et que donc elles ont, de ce point de vue-là, elles ne sont pas cette vulnérabilité qu'ont les banques. Alors, en effet, on peut espérer, et c'est pour ça que vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles si vous avez de l'inquiétude par rapport à vos banques en France, parce que elles sont too big to fail, c'est les banques systémiques, donc les autorités interviendront, rassurez-vous, etc. Bon, mais on ne résout pas pour autant de problèmes. Le problème de l'instabilité financière, mais aussi le problème du financement. Parce que le problème le plus important, quelque part, c'est celui du financement de la transition. C'est-à-dire d'obliger, d'amener le système bancaire à faire son travail en matière de financement des infrastructures, du système productif, etc., dans le contexte de la bifurcation écologique, des changements qui s'impliquent. Et c'est ça le sujet. D'accord ? Et donc ce qu'on reproche aux banques centrales, en tout cas moi ce que je lui reproche, c'est pas tellement d'intervenir pour éventuellement éviter l'effondrement des banques, mais d'imposer des conditions et de faire que ces banques changent de mode de fonctionnement. Quand on compare les crises, je vais faire une comparaison, il y a eu un progrès quand même. La crise de 29, on a souvent dit que la crise de 29 avait été si grave parce que la Fed n'était pas intervenue, avait laissé s'effondrer le système bancaire. Le progrès de 2007-2008, puis après, comme ça a été dit, c'est que les banques centrales avaient compris la leçon. Elles ont joué leur rôle, comme on dit, de prêteur au dernier ressort. Et là-dessus, je ne le critiquerai pas. C'est ce qui s'est passé après et la manière dont elles l'ont fait, si vous voulez, qui pose problème. Donc, moi, c'est comme ça que je verrai le problème. Donc, alors, je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faudrait s'interroger. Une chose que je n'ai pas dite, je le dis en passant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Cédric Durand à ce sujet, qui est pourtant un bon copain, un collègue qui on s'entend très bien, mais sur ce point, quand il dit que c'est la fin de la dominance financière. Non, je pense que ce que j'ai dit sur le poids croissant des grandes banques, qui sont quand même les acteurs majeurs du système financier, je ne vois pas comment on peut dire que c'est la fin de la dominance financière. Je pense que le poids du système financier est toujours aussi important et si dominant dans les économies, etc., et auprès des banques centrales, ou alors, j'emploie ce terme de dominance financière d'une manière différente. Ce qui est par contre, et ce qu'on écrit dans la note de l'ILB, c'est que ce qu'il faut que nous sachions, parce qu'il y a des économistes dogmatiques, il y en a beaucoup, et puis des banquiers aussi, c'est que
cette crise, une fois de plus, montre que les marchés financiers ne savent pas s'autoréguler. Et que donc, quand ça va mal, il faut faire des interventions hors marché. C'est-à-dire qu'il faut bloquer les mécanismes de marché, d'accord ? Faire des interventions massives, par exemple, hors marché, et puis, par exemple, mettre en place des procédures dont vous avez peut-être entendu parler aux États-Unis, qui s'appelle la Bank Term Financing Program, je crois. C'est-à-dire qu'elle dit aux banques, vous pouvez vous refinancer auprès de moi, et j'accepte en collatéral, en garantie, vos titres dont je ne constate pas la dévaluation. C'est-à-dire que je constate que c'est hors marché. On applique le prix facial des obligations et non pas le prix de marché. Et donc, c'est un moyen de débrancher le marché, en quelque sorte. Vous voyez ? Et donc, ce que font les contorsions, la gymnastique que les autorités monétaires sont obligées de faire, c'est finalement de débrancher le mécanisme de marché quand ça va mal. Et donc, tirons les leçons de ça. C'est que le système financier, quand il est régulé par les marchés, ne fonctionne pas bien. Et quand il est en période de crise, là, n'en parlons pas. Donc c'est ça aussi que les leçons qu'il faudrait tirer. Et dans les milieux académiques, parce que Laurence et moi, on se bat dans le monde académique par rapport à ce genre d'idéologie du marché, mais aussi dans le monde du système bancaire et financier. Voilà. Je te laisse. Oui, donc effectivement, c'est assez cocasse, je dirais. Enfin, c'est pas le bon terme en réalité. Mais en 2020, avec un de mes doctorants, Baptiste Bridonneau, on avait fait la proposition, qui a fait beaucoup de bruit, beaucoup plus que ce qu'on pensait, d'annulation d'une partie de la dette publique que détenait la BCE. En contrepartie, c'était pas une annulation sans contrepartie, c'était une annulation conditionnelle au réinvestissement des sommes dans la transition écologique. Et le grand argument qu'on nous sortait à ce moment-là, mais c'est attention, les banques centrales, elles vont faire des pertes. Et on disait, mais la Banque des règlements internationaux, dans un rapport de 2013 qui s'appelait Central Bank Finance, disait qu'il y avait des exemples historiques de banques centrales qui faisaient des pertes. Et aujourd'hui, les banques centrales, elles en font massivement. Alors, je pense que la fenêtre de tir, de toute manière, c'est refermé parce que notre proposition, elle avait beaucoup de sens au moment de la pandémie parce que les risques déflationnistes à ce moment-là étaient importants. Et là, par cette annulation, on jouait à la fois sur l'offre et sur la demande. Mais bon, peu importe. Donc, je suis tout à fait d'accord avec cette idée d'absence de conditionnalité des aides. Ça, c'est quand même très, très symptomatique. Hein. On sauve les banques et on leur demande rien en contrepartie. Mais en même temps, on fait ça aussi avec des entreprises. Hein. On leur file plein d'aides et on leur demande rien en contrepartie. Et on oublie donc très souvent que les banques, en fait, on leur a octroyé un pouvoir qui est un pouvoir d'ordre public. Le pouvoir de création monétaire ex nihilo, ça veut dire j'ai le droit d'augmenter mon actif et mon passif sans ressources préalables. Et ça, c'est un pouvoir d'ordre public. Et donc, si on se place à un niveau, disons, d'abstraction suffisamment fort, ce pouvoir qui a été délégué d'une certaine manière à des acteurs privés que sont les banques, c'est une espèce de contrat social. C'est ce qui explique que les banques doivent être très régulées, puisqu'on leur octroie ce pouvoir, on doit fortement les réguler. Et ce qu'on observe en fait depuis la libéralisation financière, c'est ce contrat est rompu et l'État ne réagit pas. Ce contrat est rompu et l'État ne réagit pas. Et quelle est la contrepartie? Comment est-ce que l'État devrait réagir? Il devrait réagir par de la réglementation financière. Quand la finance a été régulée de la fin, disons, après la crise des années 30, des séparations fonctionnelles entre les institutions financières, c'est très important. Ce qu'a dit Dominique sur la séparation, c'est fondamental. Qu'est-ce qui fait qu'un sous-marin coule pas même s'il heurte un rocher? C'est parce que sa coque, elle est cloisonnée. Sa coque, elle est cloisonnée et il peut remonter à la surface. On a enlevé toutes les cloisons. Donc, je veux dire, forcément, on a des effets de déversement à l'intérieur même des groupes. Et vous pouvez avoir une faillite d'une institution qui vient d'un tout petit département, AIG, qui était une assurance. C'est-à-dire une assurance, c'est pas vulnérable au risque de liquidité. C'est une structure de bilan qui est telle que c'est pas vulnérable. Eh bien, AIG a fait faillite et a dû être renfloué à cause d'un tout petit département qui s'est transformé en hedge funds, en gros. Donc, vous voyez, on aurait compartimenté ça, ça aurait été séparé. On met des digues qui évitent ces effets de spillover. Et du coup, on arrive à protéger
ce qu'on doit vraiment protéger. C'est-à-dire, effectivement, la banque qui finance l'économie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que plus les banques elles sont grosses, moins elles financent l'économie. Ça, il n'y a pas une continuité dans le modèle d'activité. Vous prenez une banque universelle petite, et vous prenez une banque universelle très grosse, et vous regardez la part de son actif qui finance l'activité, sachant que le trading, ce n'est pas du financement. Hein. Donc, vous verrez, plus elle grossit, moins elle finance en fait en pourcentage de bilan. Et plus elle grossit aussi, moins elle a le dépôt, et plus elle a des financements de marché à très court terme, qui sont des financements instables. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une discontinuité. Pour moi, le problème, ce n'est pas les banques universelles, c'est les banques universelles systémiques. C'est-à-dire celles vraiment qui, si on capait les banques universelles à 100 milliards d'euros de taille de bilan, aucun problème qu'elles soient toutes universelles. Moi, franchement, ça ne me pose aucun problème. Donc je pense vraiment qu'on a raté une fenêtre de tir et voilà, vraiment un sujet qui m'a été très cher, sur lequel on s'est beaucoup battu avec quelques-uns, dont Thierry Philippona, qui est à Finance Watch actuellement, enfin voilà, et sur lesquels on n'a pas été entendu, mais c'est vrai que les députés ont été enfumés. Hein, je veux dire, quand vous discutiez avec, après, quand vous leur expliquiez de manière simple, parce qu'en fait, en réalité, on peut expliquer les trucs financiers de manière simple. Et, moi, je me souviens toujours d'une réunion après coup, et je voyais un gars qui se décomposait devant moi, et puis après, il est venu me voir, il m'a dit, mais c'est pas du tout ce qu'on nous avait dit, en réalité. Mais c'est juste que c'est tellement facile d'enfumer sur des questions financières par du jargonnage, alors qu'en réalité, souvent, franchement, on arrive bien à l'expliquer de nos étudiants de L3, quoi. On doit pouvoir l'expliquer à un député. Donc non, mais c'est vrai. Non, franchement, si, c'est vrai. Bon, enfin bref. Donc je pense qu'on a raté une fenêtre de tir. Et quand Dominique dit là, il y a peut-être une fenêtre, s'il y a une crise, etc. Moi, ce que je me rappelle, c'est la vitesse à laquelle la fenêtre s'est refermée. Enfin, moi, j'étais sidérée. Je veux dire, après, au moment de la crise de 2008, on s'est dit c'est bon, quoi. On va. Et la puissance du lobby bancaire s'est reconstituée à une vitesse, mais c'est sidérant, quoi. C'est vraiment sidérant. Ça allait justement être le propos de ma dernière question. Mais donc, juste pour faire honneur à ce que disait Cédric Durand, c'était fin de la domination financière, point d'interrogation, parce que, évidemment, lui prenait comme exemple le fait que le secteur financier faisait des pertes, etc., et donc potentiellement, ça ouvrait une opportunité d'un rapport de force nouveau qui aurait pu permettre une plus grande régulation de la finance. Mais et c'est lié à ma première question, mais je pense qu'on n'aura jamais une fenêtre de tir aussi grande que celle de 2007-2008 pour réguler la finance, sachant que les banques centrales sont beaucoup plus actives et beaucoup plus préparées. Mais partons du principe qu'on a une fenêtre de tir aussi grande que 2007-2008. Quelles leçons tirer? Parce que vous le disiez, voilà, ça s'est refermé très très vite, le lobby bancaire, etc. Quelles leçons tirer justement 2007-2008 comme moment et comment, si une crise se représente, comment agir, etc. Et par exemple, quand vous expliquez par exemple que BAL 3 n'a pas été mis complètement en place en Europe encore aujourd'hui, c'est assez hallucinant. Et donc, comment est-ce possible? Et voilà, quelles leçons tirer pour la régulation? La puissance du lobby bancaire. Et la puissance du lobby bancaire, c'est pas juste les revolving doors, c'est pas juste qu'on trouve à la tête de l'autorité bancaire européenne un ancien lobbyiste bancaire et à la tête je veux dire, avec des allers-retours permanents. Ça, c'est la face immergée. Ça, c'est facile, c'est ce qu'on voit dans les journaux. Mais en fait, vous avez ça à absolument tous les niveaux. Il y a un excellent rapport qui est paru, je crois, en 2014, mais ils font un super boulot, ils ont fait plein d'autres choses, de Corporate Europe Observatory. Ça s'appelle The Firepower of Financial System, un truc comme ça. Le pouvoir la puissance de feu de l'industrie bancaire. Et en fait, ils ont décortiqué, en fait, notamment dans toutes les commissions, qui sont des commissions consultatives. Personne n'en entend parler, mais c'est ceux qui sont en amont de toutes les discussions. Et vous aviez des commissions, mais je ne sais pas, 98%, c'est l'industrie bancaire où il n'y a pas d'académique, où il n'y a pas Finance Watch. Si vous regardez Finance Watch, et la disproportion en termes de financement, ils sont une poignée. Je ne sais pas aujourd'hui,
peut-être 15, 17, quelque chose comme ça, je dirais. Là-dedans, il y a celui qui s'occupe du fundraising, il y a ceux qui font de la com. Ils s'en sont à être obligés de choisir les dossiers sur lesquels ils peuvent travailler. Donc la disproportion des forces est considérable. Et quand on leur demande, comme on demande à Better Finance, ou comme on s'ils veulent rentrer dans des commissions, mais des fois, ils sont obligés de dire non, parce que, enfin, je veux dire, les journées ont 24 heures pour eux aussi. Donc voilà, il y a une disproportion, un déséquilibre considérable entre la force du lobby bancaire. Et d'ailleurs, l'histoire Finance Watch est super intéressante, parce qu'en fait, c'est à l'initiative d'eurodéputés, tous bords confondus, sauf l'extrême droite, donc y compris ce qu'on appelle les républicains aujourd'hui. À l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, mais je ne sais plus comment ça s'appelait. Bref, et qui ont au départ mis de leur poche pour initier. Pourquoi? Parce qu'ils en avaient marre d'avoir tous les jours 3-4 lobbyistes bancaires dans leur bureau, alors que la société civile, c'est un truc compliqué, n'était pas organisé. Et donc, ils ont mis de leur poche pour amorcer le projet, justement, et après, il y a une subvention de la commission, etc. Alors que pour les questions environnementales, il y a Greenpeace, il y a WWF, enfin, des choses comme ça, quoi. En finance, il n'y avait pas. Il n'y a toujours pas grand-chose en finance. Hein. Après, il y a une capture par la complexité, en fait, alors que ça gouverne tout. Et les questions du public. Donc je vais prendre celle-là, cette première question, puis une ici. Je vais en prendre 3 d'un coup. Je ne sais pas s'il y en a une troisième. Je vais prendre là, ici, ouais. Bonsoir. Excusez-moi, j'ai la voix un peu cassée. Mais justement, je suis rentrée il y a quelques jours du Liban. J'ai passé beaucoup de temps, pas beaucoup de temps, 3 semaines à peu près là-bas. Et malheureusement, c'est horrible ce qui se passe parce que avec la crise économique justement qui a commencé en 2019, à l'automne 2019, beaucoup de gens ne peuvent plus, c'est-à-dire les Libanais ne peuvent plus retirer leur argent. C'est-à-dire ils ont travaillé, surtout ceux qui ont travaillé toute une vie et qui ont pris leur retraite, ils vivent vraiment sous le seuil de la pauvreté. Et le problème, c'est qu'on constate qu'il y a beaucoup de plaintes, même en France, en Europe, en Suisse, concernant le président de la Banque du Liban, parce qu'il est accusé de vol, etc. Et donc, les gens sont en train de vendre leurs biens, tout ce qu'ils possèdent, pour qu'ils puissent se nourrir et nourrir leur famille. Donc, moi, c'est que je crains. Bon, on sait aussi que le Liban a subi une sanction économique, soi-disant, pour des banques qui financent le terrorisme. Ce n'est pas du terrorisme, c'est ce qu'on appelle la résistance libanaise contre les occupations. Et donc, le problème, c'est que, ça veut dire, aujourd'hui, je crains que ça nous arrive aussi en France. Ça veut dire qu'on arrive à... les Américains, par exemple, ils peuvent faire des sanctions et ils menacent tout le temps. On a un président à la tête de ce pays qui est très complice avec les Américains. Et moi, c'est que je crains qu'un jour, pour nous obliger encore à accepter le pire, ça veut dire qu'ils font tout pour cela. Là, le président de la Banque du Liban, il est toujours protégé par des hommes politiques au Liban. On refuse de le faire. C'est comme l'affaire de Carlos Rosson, si vous vous rappelez de cet homme qui était en France et qui a été arrêté au Japon. Et il a réussi à rentrer au Liban et plus personne ne peut le toucher parce qu'il est au Liban. Soit disons, il a la nationalité libanaise. Bon. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Est-ce que ici, par exemple, vous avez un point de vue sur cette question? Et moi, ça m'intéresse qu'un jour, qu'on arrive à mettre la main sur ce président de la Banque du Liban qui est impliqué dans des affaires, des vols
de l'argent des Libanais qui sont en train de souffrir. Merci beaucoup pour votre patience. Et je pense que je vais reformuler votre question parce qu'elle est très intéressante d'un point de vue des swap lines, par exemple, puisque par exemple le Liban ne peut pas en bénéficier, mais par exemple les banques centrales en Europe et la Banque centrale européenne a pu bénéficier des swap lines de la Fed et les pays en développement ne peuvent pas en bénéficier. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne peut imprimer des dollars si les banques commerciales font face à des problèmes de liquidité dénominés en dollars. Et potentiellement, est-ce que vous pouvez parler un peu de ces swap lines qui prouvent à quel point les banques centrales sont déterminées à sauver le système financier coûte que coûte? Alors, en fait, sur le Liban, je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas me prononcer, je ne connais pas la situation. Enfin, je veux dire, je ne suis pas assez compétente pour... par contre, sur ce qui vient d'être dit, en fait, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, quand il y a un besoin de liquidité dans un pays, la Banque centrale, elle peut émettre autant de monnaie qu'elle veut, mais dans sa propre monnaie. La BCE, elle peut émettre qu'en euros. Mais si on a une société en Europe qui a des besoins de liquidité en dollars, en fait, les banques centrales, elles se sont organisées, les banques centrales, y compris la Banque suisse, notamment membre de Crédit Suisse, se sont organisées en réseau et elles s'échangent de la liquidité de manière à pouvoir, quelle que soit la monnaie dans laquelle c'est libellé, alléger les besoins de liquidité. Donc, si vous voulez, c'est comme si on avait créé un prêteur en dernier ressort au niveau international par un réseau de coordination de banques centrales. Et ça, effectivement, ça concerne les pays, les plus grosses puissances financières et pas les pays émergents, effectivement. On peut dire, oui, c'est un facteur d'inégalité énorme par rapport aussi aux pays en développement, en général. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est... difficilement acceptable, mais qui montre bien qu'il y a bien un réseau de banques centrales qui soutiennent, dont la BCE, soutiennent le système financier international tel qu'il fonctionne, alors qu'il faudrait remettre en cause ce système qui est totalement asymétrique, quoi. Donc, et pour le Liban, moi j'avais un peu étudié, parce que je connaissais un collègue professeur libanais, et en effet, la Banque centrale a aussi d'évaluer complètement les avoirs des gens dans les banques. C'est-à-dire qu'ils avaient des dépôts en monnaie libanaise et qui ont été dévalués contre dollars. Et comme les gens ont besoin de dollars pour pouvoir acheter souvent des produits même de première nécessité, parce que le pays l'appareil de production ne fonctionne plus, eh bien, c'est vraiment une catastrophe. Et heureusement qu'il y a une diaspora libanaise extrêmement importante. C'est ça qui permet à beaucoup de Libanais de survivre. C'est-à-dire de l'argent qui vient de l'extérieur, en monnaie étrangère, en euros, en dollars, etc. Et c'est ça qui évite l'effondrement total. Enfin, Merci. Il faut se lever. Bonsoir et merci pour tout ce que vous avez dit. Je serai un peu mieux citoyen, je fais ce que je peux, mais ce n'est pas votre pédagogie qui est en cause, mais c'est très dur les finances pour moi, quoi. Cela dit, il faudrait parler de deux mots que vous n'avez pas employés. Vous avez parlé de la crise de 2008, vous n'avez pas parlé de Goldman Sachs. Dans mon esprit à moi de citoyen, on ne peut pas dire que Goldman Sachs a été complètement neutre dans cet événement. Donc, est-ce que vous pouvez pas me laisser mourir idiot, s'il vous plaît? Le deuxième mot, c'est pas un mot, c'est un acronyme, c'est BRICS. Ces gens qui sont quand même une bonne moitié de l'humanité et qui se débrouillent pour faire des échanges et pour mener une économie dans laquelle le dollar a le moins de place possible, quoi. Quelles conséquences ça a sur le système dont vous avez parlé? Merci de me répondre. Merci pour cette présentation très intéressante. J'aurais une question sur la dimension propositionnelle de ce que vous avez évoqué. Pour le dire en un mot, est-ce qu'il est réaliste d'attendre un changement de paradigme dans la finance européenne avec l'Allemagne et non pas contre elle? Je fais référence en particulier à ce que vous avez mentionné sur le changement de mandat de la Banque centrale européenne et sur la proposition d'annulation des dettes détenues par la BCE. Vous avancez des arguments techniques et juridiques qui sont très convaincants, mais une telle proposition viendrait frapper au cœur
le régime d'accumulation financier allemand et la prospérité des élites allemandes en particulier. Et pour dire ça, je me base en partie sur les travaux de votre collègue Frédéric Lemaire, qui a écrit des choses très intéressantes sur la manière dont le système bancaire allemand repose plus que tout autre sur le crédit et sur les taux d'intérêt, et serait sans doute celui qui aurait le moins intérêt à un tel bouleversement de paradigme. Sachant que l'Allemagne est le pays qui bloque tous les changements possibles dans la construction européenne depuis son commencement, sachant que là, on touche vraiment au cœur de la prospérité financière allemande, est-ce que si une telle proposition se heurtait, disons, au lobby bancaire allemand, on n'aurait pas intérêt à envisager, disons, une rupture avec l'ordre financier européen, les règles financières européennes, et bien sûr l'appartenance de la France au système monétaire européen tel qu'il existe aujourd'hui. Merci. Une question toute simple. Un pôle bancaire public, donc français, est-il envisageable dans la monnaie européenne? Ça rejoint un peu la question qui vient d'être posée. Voilà, c'est court, on fait court, parce que sinon après... Bon, Goldman Sachs, il y avait une rivalité, y compris au niveau des dirigeants, car le patron de Lehman était un sacré personnage. Et donc, ils ont été très contents de pousser à la faillite ou d'amener les autorités. Le secrétaire d'État au Trésor était un ancien de Goldman Sachs. Donc, il y a eu un règlement de compte dans cette affaire. Bon, mais ça, c'est bon. Alors maintenant, les BRICS, oui, il est normal que les pays, et bien au-delà des BRICS, des pays émergents qui sont les quelques pays émergents qui sont dans les BRICS, cherchent à s'organiser pour s'émanciper de la domination du dollar. Et donc ça peut paraître tout à fait souhaitable et normal, quelque part, de leur point de vue. Et d'ailleurs, ça a commencé. Enfin, je veux dire, et les sanctions appliquées par les États-Unis, la politique d'extraterritorialité qui fait qu'on sanctionne des entreprises, par exemple, en Iran ou en Soudan ou dans des pays qui n'agissent pas conformément aux intérêts des États-Unis. Bon, donc il est normal qu'il y ait cette réaction. Voilà. Mais ceci dit, la remise en cause de l'hégémonie du dollar n'est pas tout à fait pour demain. La puissance, parce qu'il faut avoir un système bancaire, justement, mondialisé, extrêmement puissant, et pour pouvoir se passer du dollar. Et donc, quand vous allez au fin fond de l'Afrique, vous arrivez avec $1, vous pouvez payer un dépôt, vous arrivez avec €1, c'est déjà plus difficile. Alors, vous y arrivez avec du yen ou bien d'autres monnaies, ou du yuan, ça devient plus difficile. Donc, c'est vrai, ça prendra du temps. D'ailleurs, l'histoire des monnaies montre que ça prend du temps. Voilà. Tu veux peut-être commenter là-dessus? Oui, sur Goldman Sachs, c'est très juste cette rivalité, mais je pense que c'était que l'allumette. En réalité, ça aurait craqué. Enfin, je veux dire, c'était, à mon sens. Mais Goldman, par contre, c'est vraiment l'archétype concentré et à concentrer, notamment avec l'affaire Abacus, absolument toutes les perversions de la finance. C'est-à-dire qu'ils ont joué contre leurs propres clients. Ça a été fait au cinéma. Enfin, je veux dire, on a eu des films là-dessus, mais c'était la vérité. Donc, pour ce qui est de la remise en cause du dollar, moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Dominique. Il y a eu des travaux super intéressants. Je me souviens plus le nom d'auteur qui montre le lien en fait entre l'orbite géopolitique en fait des États-Unis. Y compris assez éloigné, et l'inertie en fait du dollar, et en fait en montrant que même si tous les pays qui ne sont pas du tout des alliés, soit dans l'OTAN, soit même simplement des pays comme l'Arabie Saoudite, etc., arrêtaient complètement d'utiliser le dollar, malgré toutes les réserves, plus de 50% des réserves resteraient en dollars. Et bon, voilà. Donc je pense que l'inertie est très forte, et puis je pense surtout qu'on va vers un monde vraiment multipolaire, une fragmentation du monde.
réelle, de l'économie réelle, mais en partie aussi de l'économie financière. Donc, enfin, tout ça fait qu'on est dans quelque chose de très flottant, de très... voilà, beaucoup d'incertitudes. Pour ce qui est d'un pôle bancaire public dans l'union monétaire, oui, je ne vois pas ce qui peut s'y opposer, enfin ce qui s'y oppose fondamentalement. Vous pouvez avoir des banques publiques, vous pouvez avoir, il y a des banques publiques d'investissement, vous pourriez avoir des banques qui soient nationalisées. Ce n'est pas opposé à être un membre de la... Enfin, ce n'est pas en contradiction avec le fait d'être dans l'union monétaire, dans la zone euro. Et pour ce qui est de l'Allemagne... oui, l'Allemagne est un énorme frein sur plein de choses. Enfin, sur certains, ça dépend des dossiers. Hein. Sur certains dossiers, c'est des pays comme le Luxembourg qui sont des freins. Mais bon, sur les questions monétaires, je suis tout à fait d'accord. Mais je crois qu'il faut peut-être pas minimiser quand même le choc que connaît l'Allemagne en ce moment, qui se rend compte qu'elle a fait beaucoup de mauvais choix quand même, hein, et qui est un peu fragilisée. Alors notamment, alors il y a des choix énergétiques, sa dépendance notamment à la Russie et au gaz russe, et donc bon, je ne serais pas aussi catégorique sur le fait que ça sera toujours comme ça, mais jusqu'à présent, vous avez raison. Ouais. On va prendre peut-être des dernières questions. Une ici, Bruno, tu m'en avais une ici, donc deux. Ok. Il y en a une dernière ou pas? 3. Ok, bon, on va finir avec ça. Et je voulais juste, si vous pouviez répondre rapidement aussi sur le lobby bancaire allemand. Est-ce que le lobby bancaire français n'est pas fondamentalement différent? Et au final, peut-être même plus problématique? Alors en fait, nous, en France, vraiment, le lobby bancaire est dominé par les banques systémiques. En Allemagne, c'est un peu plus compliqué. Vous avez la Deutsche Bank... là, c'est qui est vraiment. Et puis vous avez les banques régionales allemandes, où là vous avez des connivences politiques avec les autorités publiques locales. Donc c'est un peu différent de notre lobby bancaire, hein, qui est vraiment dominé nous par les banques systémiques. Mais bon, les ressorts sont un peu les mêmes. Mais c'est quand même, par exemple, les Allemands qui ont fait que dans l'union bancaire, c'est-à-dire que le fait que la BCE maintenant devienne le superviseur des banques, ils se sont absolument opposés à ce que ce soit le cas pour les banques régionales, les banques des Länder allemands. Et ce qui fait que vous avez... Or, ce qu'on retient de la crise financière, c'est que certes, il y a eu des grosses banques qui ont été atteintes, mais quand je vous parlais d'IKB, Northern Rock, ce n'était pas des grosses banques. Les caisses d'épargne espagnoles, ben, vous pouvez avoir des petites institutions qui font toute la même erreur en même temps. C'est ce qui s'est passé en Espagne. Hein. Et donc, oui, effectivement, chacun défend ses intérêts. Juste une remarque, c'est que le système bancaire allemand est à bien des égards nettement plus intéressant que le système bancaire français. Il finance l'industrie, il finance l'appareil productif. D'accord ? Et c'est une des clés du succès du modèle industriel et de la réussite à l'exportation, etc., de l'Allemagne, c'est précisément le soutien très important des banques moyennes, régionales, locales aux entreprises, hein, aux petites et moyennes entreprises allemandes. Les grandes banques françaises ne financent pas, comme tu l'as dit d'ailleurs, hein, l'appareil productif, et notamment les PME, autant et de très très loin que le font les banques allemandes. Donc il faut voir aussi de quel système on a et quel est le leur, et leur modèle. S'il s'appliquait dans l'ensemble de l'Europe, ça ne serait pas forcément une mauvaise chose de ce point de vue-là. La concision dans les questions pour les 3 dernières. Merci beaucoup pour votre conférence. Ma question, elle portait sur le policy mix dont vous avez parlé et la manière de conjuguer politique monétaire et budgétaire pour clairement plus d'efficacité dans ces deux politiques. Je me demandais comment on peut faire ça en zone euro, en sachant qu'on a une banque centrale pour 20 pays, et surtout que je crois que ça avait déjà posé problème pendant la crise de l'euro, où l'Allemagne, par exemple, avec un chômage faible, voulait augmenter les taux directeurs, alors que des pays du Sud, comme l'Espagne ou la Grèce, voulaient les baisser. Du coup, à quel point on pourrait remettre en cause cette indépendance de la BCE pour mieux conjuguer les deux politiques, et comment vous comptez faire ça ? Je suis d'accord 1000 pour 1000 sur tout ce que vous avez dit, mais je me permets de faire quelques remarques pour creuser un peu plus le problème. Et je voulais dire que je pars de l'idée de penser toutes ces questions, bien sûr, avec ces éléments que vous amenez, mais aussi autour de la question quelle banque pour quelle société. Je sais que ça, c'est le fond de votre pensée. Mais quand même,
il faut expliciter un peu quelques problèmes internes de cette situation, quelle banque pour quelle société. Et parfois, vous avez fait des appréciations pour dire est-ce qu'ils ont compris la leçon, est-ce qu'ils ne l'ont pas compris. Alors, j'avais un ami, Ingmar, qui lui avait une société qui faisait des algorithmes pour les banques. Et donc, à un certain moment, il m'envoie une photo en me disant, Bruno, fais-moi une petite considération sémiologique sur l'image. Et alors, c'était un paysage vraiment misérable, avec un petit arbre au milieu, tout moche, tout grêle comme ça. Je dis, je ne sais pas, bon, je dis ce que je pensais, mais il m'a dit, mais Bruno, tu te trompes, parce que tu ne sais pas qu'est-ce que c'est le monde financier. Le monde financier, ce n'est pas améliorer, mais ça, vous l'avez compris, améliorer, comme tout le monde, la situation, faire bien, disons, réussir, tout ça. Non, il m'a dit, le problème, c'est quand il n'y a rien, cet arbre terrible, misérable, le problème, c'est qui va s'en emparer. Alors, vu que j'appuie ça sur des questions un peu plus philosophiques, il y a eu un tournant social dans notre société depuis 40 ans, et un tournant philosophique, culturel. On n'est plus à l'époque de l'avidité. Avec les pensées postmodernes, on est à l'époque du nihilisme. Ça suffit de lire les French Theory. Hein? On est à l'époque de l'immanence. On est à l'époque, bon, ce n'est pas la peine de trop développer. Donc, je me pose la question, c'est qui les banques? Est-ce qu'il y a eu aussi un changement, je crois, entre la propriété et la possession du capital? Vous n'avez pas fait référence au fonds d'investissement, mais bien sûr, vous pouvez en parler très largement. Donc, j'ai quelques éléments de réflexion pour élargir un peu le cadre. Bon, bonsoir, merci beaucoup pour vos exposés. Il y a 48 heures, Valérie Rabault, députée PS, et un de ses collègues ont fait une petite tribune dans les Échos pour fustiger le gouvernement, à qui ils ont dit « vous avez fait une erreur d'indexer une part de la dette sur l'inflation ». Alors de mon point de vue, ce n'est pas une erreur, c'est délibéré. C'est-à-dire que depuis que Macron est au pouvoir, même par la petite porte de l'Élysée, il ne fait qu'une chose, c'est mettre les services publics et l'appareil d'État au service du privé. Et donc, pour moi, le fait d'avoir mis en plus une part énorme, enfin énorme entre guillemets, 6% de la dette, indexée sur l'inflation, ce qui est 2 fois, je crois, la part des Américains, sert simplement à donner du pognon directement aux banques privées, puisque donc, ce sont les banques privées qui encaissent le service de la dette. Mais je voudrais savoir si, de votre point de vue, il n'y a pas un deuxième tiroir derrière cette affaire-là et qui pourrait être encore pire que ce qu'on pourrait imaginer à première vue. Une question sur le policy mix. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, on a un système totalement déséquilibré. On a une politique monétaire unique et on a 27 politiques budgétaires et fiscales nationales. Mais on pourrait très bien imaginer quand même, je pense, que d'abord, rêvons un peu, nous pensons, que le poids progressif du budget européen commun augmente. Bon, ce qui s'est passé avec EU Generation, etc., montre que quand même on va plutôt, mais très timidement, dans le sens de cela. Et donc, n'est pas incompatible avec une politique budgétaire et fiscale commune, avec des politiques budgétaires et fiscales nationales. C'est souhaitable. Regardez les États-Unis. Les États-Unis sont un État fédéral, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Vous avez un État fédéral, mais vous avez une grande partie des dépenses publiques sont des dépenses publiques des États. Ce n'est pas incompatible. Donc, je veux dire, là, je ne vois pas de problème personnellement à ce niveau-là. Voilà. Alors, là, c'est qui la banque? Là, vous me posez une question philosophique. Je pense qu'il n'y a pas que les banques. Depuis le virage néolibéral et puis la montée en puissance de la finance, libéralisée, mondialisée, etc., c'est non seulement les banques, mais c'est toutes les entreprises qui ont changé complètement de mode de fonctionnement. Voilà, donc elles sont gouvernées pour les actionnaires dans une optique qui est celle du gain, de la rentabilité à court terme, la rentabilité des fonds propres en particulier, donc des actionnaires. Voilà. Et ça c'était pas ce qui prédominait en France ou en Allemagne ou dans les pays qui nous entourent.
avant. Donc il y a eu un changement de paradigme, c'est tout simplement. Donc c'est qui maintenant? Ben voilà, c'est la banque. Ou bien regardez ce Total. Quittons les banques, regardez Total. La réponse, c'est de dire, ben non, nous, on gouverne pour nos actionnaires. Nos actionnaires veulent qu'on continue à investir dans les énergies fossiles parce que c'est plus rentable. On continue. Bon, voilà, ça, c'est ça la personnalité. Voilà, mais je te laisse peut-être répondre sur les obligations. Oui, alors, je reviens sur l'idée de, effectivement, une banque centrale et beaucoup plus de pays en face. Je te rejoins. Hein, le problème, c'est que l'euro est une monnaie incomplète. L'euro est une monnaie incomplète, c'est une monnaie qui a été fondée uniquement sur une conception technique de la monnaie et qui a voulu oublier, et ça a marché dans les premières années de l'euro, tant qu'il n'y a pas eu de crise, qui a voulu oublier le lien avec le souverain. Donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas adossée à un souverain, c'est la seule en fait. Et donc là où Dominique a raison, c'est que soit on avance vers du fédéralisme, et moi, personnellement, c'est ce que j'appelle, parce que je pense que ça risquerait d'être catastrophique, notamment dans nos relations avec les États-Unis, justement, si on n'était pas unis. Et effectivement, quand vous avez un des États américains, et c'est arrivé dans l'histoire, hein, qui est dans une très mauvaise situation en termes de solvabilité, qui a un problème sur la dette d'un État américain, personne ne se pose jamais la question de la sortie de cet État du dollar. Et on s'est posé la question pour la Grèce. Et si on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, ce que fait le Fed actuellement avec les banques, de leur prêter contre un collatéral qui est à la valeur faciale, si on avait fait ça avec la Grèce, mais le visage de l'Europe serait tout à fait différent. Parce que ce qu'on fait là, c'est une subvention considérable, enfin ce qu'ils font aux États-Unis, hein, une subvention considérable au pire moment de la crise grecque. C'était une dévalorisation de 50% de la valeur faciale, en fait. Donc vous voyez, tout ça, c'est... Bon, bref. Alors, quelle banque au service de la société? Je voterai un peu en touche comme Dominique. Par contre, sur la question de la propriété, de la possession du capital, ce que je voudrais dire, c'est que vraiment, le grand basculement, c'est quand on est passé, notamment pour des banques américaines, du partnership à la responsabilité limitée. Le problème, si vous voulez, c'est que l'actionnaire n'est pas... Dans les systèmes de sociétés anonymes par action, l'actionnaire n'est pas responsable des dettes. Donc dans la finance, plus vous avez un effet de levier, plus vous avez des profits importants. Et puis vous savez en plus de ça que si la banque est systémique, s'il y a des problèmes, ce n'est pas vous qui allez payer. Et donc c'est très symptomatique. Quand vous regardez les banques d'investissement américaines, quand elles étaient en partnership, elles prenaient beaucoup moins de risques. Leur ratio de levier était beaucoup moindre. Elles sont passées en société anonyme et subitement, c'est normal, hein, je veux dire, c'est phase je gagne, pile tu perds. Donc pourquoi voulez-vous s'en priver, quoi? Et donc cette question de... et le problème, si vous voulez, c'est que les actionnaires reprennent toute la création de valeur, alors qu'en réalité, donc ils nient évidemment tous les autres partenaires, partnership, quoi. Alors que bon, voilà, on sait bien que c'est... mais c'est toujours pareil, c'est une histoire encore de contrat social. Ils n'assument pas l'autre partie du contrat, qui est justement le contrat face aux dettes, quoi. Bon, bref. Sur les obligations indexées, moi, je pense quand même que c'est une erreur, et c'est surtout où c'est inexcusable, c'est de continuer à le faire, surtout. Qu'ils aient pu le faire quand il n'y avait pas d'inflation, à la limite. Bon, voilà. À ce moment-là, il n'y a pas beaucoup d'économistes, en vérité, soyons honnêtes parmi nous, qui pensaient, en 2020, on était tous à dire attention à la déflation. Il faut être honnête, même nous, hein, personne ne pensait à la résurgence de l'inflation qu'on a eue. À ce moment-là, l'avoir fait, c'est... Par contre, là où c'est une énorme erreur, c'est de continuer à le faire. Ça par contre, pour moi, c'est incompréhensible. Mais bon. Mais par contre, je n'irai pas dans le fait de dire... je ne crois pas, j'arrive pas à croire ça, quoi. Ben voilà, en tout cas, un tout grand merci. Je voulais juste dire aussi, les fonds d'investissement ont été mentionnés. En fait, aujourd'hui, on n'a pas parlé du shadow banking. Depuis 2008, a grandi énormément. C'est l'ensemble des acteurs et des activités non régulées dans le secteur financier qui sont hyper connectés aux banques. Mais d'ailleurs, Le Vent se lève organisera en septembre une journée d'études sur la finance. On parlera beaucoup du shadow banking. Et il y a un article aussi sur Le Vent se lève sur le shadow banking. Donc voilà. Mais je vous remercie à tous. Il va y avoir une dernière annonce de l'Institut de la Boétie, toute petite. Et je vous libère votre vendredi soir.
Oui, dernière petite annonce, on vous invite au prochain événement de l'Institut La Boétie qui a lieu mercredi prochain, qui est donc la chaire de Mickaël Louis sur qu'est-ce que l'écosocialisme, sur lequel vous pouvez vous inscrire sur institutlaboétie.fr.